Bien, alors nous allons commencer si vous voulez bien. Comme je l'avais promis la dernière fois, je commence par demander si vous avez des questions par rapport au cours de la semaine précédente. Oui ? Dans la quoi principale ? Dans les thèses principales de la sémantique du prototype, oui. La catégorisation s'effectue de façon globale, c'est-à-dire, et non analytique. C'est une façon de dire qu'elle ne s'effectue pas propriété par propriété. Si vous voulez, dans la catégorisation selon le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, vous avez vu l'idée, c'est que on vérifie si chaque propriété est vérifiée pour deux éléments. Disons pour un élément et une série de propriétés définitoires de la catégorie, on vérifie si chacun des traits caractéristiques de la catégorie est présent dans l'élément. La catégorisation au sens de la sémantique du prototype, c'est l'idée que immédiatement on catégorise globalement quelque chose dans une catégorie, par exemple un animal dans la catégorie oiseau. C'est une attitude cognitive spontanée que ensuite on va analyser à partir de cette idée de similarité avec le prototype. Mais si vous voulez, c'est une façon peut-être plus claire de dire la même chose aurait été de dire que la perspective de la sémantique du prototype est une perspective cognitive qui cherche à refléter nos compétences naturelles à la catégorisation et les processus naturels que nous avons de catégoriser, tandis que la catégorisation selon le modèle des conditions nécessaires et suffisantes ne cherche pas à refléter les processus spontanés de la catégorisation humaine, mais correspond à une description la plus scientifique que possible, la plus rigoureuse. Aussi rigoureuse que possible, disons, des catégories et du problème de l'appartenance d'un élément à une catégorie. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a quelque chose de global et d'analytique dans l'autre. Et il y avait un deuxième point. Alors, le degré de représentativité d'un exemplaire correspond à son degré d'appartenance à la catégorie. Oui, alors, vous ne comprenez pas ? Le terme représentativité. Alors, la notion de représentativité, elle est vraiment liée au concept de prototype. Si vous avez compris ce que c'est que le prototype d'une catégorie, ben forcément la notion de représentativité intervient, puisque par définition, le prototype d'une catégorie, c'est l'exemplaire le plus représentatif de la catégorie. Autrement dit, pour reprendre l'exemple du moineau dans la catégorie oiseau, tous les animaux que l'on peut intégrer dans la catégorie oiseau ne sont pas oiseaux au même degré. Le moineau est plus oiseau que l'autruche ou que le kiwi. Le moineau, en tant qu'oiseau, est un oiseau plus représentatif de la catégorie oiseau que ne le sont l'autruche, le kiwi, etc. Voilà, c'est ça l'idée de représentativité de la catégorie. Et ça aussi, c'est une différence très grande avec le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, puisque vous l'avez compris, dans le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, à partir du moment où un membre de la catégorie appartient à la catégorie, c'est qu'il possède un certain nombre de propriétés définitoires de la catégorie, et donc tous les éléments d'une catégorie sont éléments de la catégorie au même titre. Il n'y a pas d'exemplaire plus représentatif de la catégorie qu'un autre. Donc vous voyez que ce sont deux façons de conceptualiser la notion même de catégorie. L'une correspond à, disons, des critères un peu objectifs, aussi objectifs que possible, et l'autre correspond à, cherche à refléter, disons, la capacité humaine spontanée à catégoriser. D'accord, pas de questions. Bien. Alors, je reprends donc là où on s'est arrêté la dernière fois. La dernière fois, donc, nous avions vu à la fois pardon, le problème de la polysémie
qu'on avait déjà examiné un peu au cours précédent. Problème de la polysémie qui complique évidemment la question de la catégorisation, puisque dans les langues naturelles, ce qui n'est pas le cas des langages artificiels ou des langues logiques, la plupart des unités lexicales, la plupart des unités du lexique sont polysémiques, c'est-à-dire qu'elles renvoient à plusieurs catégories distinctes. Un mot ne renvoie pas, dans le cas général, à une seule catégorie. Une unité lexicale ne correspond pas forcément à une seule catégorie. Une unité lexicale, quand elle est polysémique, du coup, peut correspondre à plusieurs catégories. Alors, on avait vu que, effectivement, il y avait des propriétés assez particulières de la polysémie qui sont, selon Kléber, la non-unifiabilité et la robustesse, qui permettent de montrer que, qui permettent d'insister sur le fait, sur cette différence catégorielle, sur le fait donc que les différents sens d'une unité polysémique, d'une unité lexicale polysémique, ne peuvent pas être subsumés par un seul sens très très général. Pourquoi ? Précisément parce que chacun des sens correspond à une catégorie différente. Donc on l'avait vu avec l'exemple de la souris animale et de la souris d'ordinateur. Il n'y a pas un concept général de souris qui subsume ces deux types de souris. Il y a bien un concept de base qui est la souris animale, qui ensuite a permis de nommer un objet technologique nouveau, par analogie de forme, la souris d'ordinateur. Mais on a deux concepts différents. Bien. Et puis on avait vu également que, outre la non-unifiabilité, il y avait aussi cette notion de robustesse, c'est-à-dire que c'est cette idée que les variations de sens de l'unité lexicale polysémique, pour qu'on puisse parler véritablement de polysémie, ces variations de sens, on doit bien montrer qu'elles sont dues uniquement à l'unité lexicale, et pas au contexte, par exemple, ou à d'autres facteurs. Alors, par ailleurs, je voulais donc, là, et je m'étais arrêté juste avant cette conclusion générale, donc je reprends pour conclure globalement ce qu'on a vu sur la catégorisation générale dans le cours précédent. Donc on avait vu que les catégories naturelles sont organisées d'une façon prototypique, que la catégorisation, par ailleurs, s'effectue plus spontanément au niveau de base, plutôt qu'au niveau superordonné ou subordonné. On en a reparlé il y a un instant. Le degré d'appartenance à la catégorie dépend du degré de similarité avec le prototype. Donc, d'une certaine façon, on peut considérer la catégorisation comme un processus analogique, parce que on peut nommer analogique tous les processus fondés sur des similarités. Bon. Là, on peut parler d'une similarité homogène parce que on a une similarité entre des représentations ou entre des significations, donc une similarité entre deux choses de même nature, similarité homogène. Ensuite, on a vu que les mots dénominatifs, les unités lexicales dénominatives, renvoient à des catégories. Donc, je vous rappelle qu'on est dans une problématique qui est à quoi servent les unités lexicales. Bon. Donc, elles servent notamment à nous permettre de renvoyer à des catégories. Or, dans les langues naturelles, les unités lexicales, sont souvent polysémiques. Bien, je rappelle également que la polysémie se caractérise par le fait qu'une unité lexicale a plusieurs sens reliés entre eux, que les relations de sens d'une unité lexicale polysémique sont des opérateurs de polysémie. On a vu qu'il y avait différents opérateurs de polysémie qui permettent de rendre compte des relations entre les différents sens de l'unité lexicale, par analogie, par métaphore, extension, etc. Et donc, je le redis encore une fois, les différents sens d'une unité lexicale polysémique correspondent à des catégories distinctes. Bien. Une remarque
que je signale ici, la polysémie est bien un moyen d'extension du lexique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dire par là que pour qu'une langue puisse être maniable par ses utilisateurs, il faut qu'elle comporte un nombre de mots suffisamment élevé pour un nombre d'unités lexicales, suffisamment grand pour permettre de rendre compte de toutes sortes de catégories dans notre environnement, hein. Donc un nombre suffisamment grand, mais pas trop grand. Si on a trop de mots, la mémorisation de toutes les unités lexicales devient cognitivement très difficile. Donc, à cet égard, la polysémie permet de conserver une seule unité lexicale, donc permet d'économiser l'apprentissage d'un signifiant nouveau, mais permet aussi de renvoyer à une catégorie nouvelle en utilisant précisément une relation avec le sens de l'unité lexicale déjà connue. Donc vous avez une unité lexicale déjà connue, vous avez une nouvelle réalité à nommer, vous avez deux solutions. Soit vous inventez un nouveau mot, soit vous prenez un mot déjà existant et vous lui donnez un sens nouveau. C'est l'exemple de souris à nouveau, de la souris d'ordinateur. On aurait très bien pu, je ne sais pas, trouver un nom, inventer un nom pour désigner la souris d'ordinateur. Quel est l'intérêt d'utiliser le mot souris pour souris d'ordinateur? C'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre un mot nouveau, vous utilisez le mot souris que vous connaissez déjà, mais simplement il a un sens légèrement décalé par rapport à votre connaissance de départ du sens du mot. D'accord? Donc, il y a une forme d'économie cognitive. On voit bien qu'il y a une forme d'économie cognitive dans cette affaire. Plutôt qu'apprendre un mot complètement nouveau avec un sens nouveau, etc., là, on étend le sens d'un mot déjà existant. Bon. Quand on a quelque chose de nouveau à désigner, on va le voir, ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui, il y a encore une autre solution, c'est d'utiliser des morceaux d'unités lexicales ou des morphèmes existants pour fabriquer un morphème nouveau. Bon, par exemple, la dérivation, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais déjà, là, on voit que l'intérêt de la polysémie et la raison pour laquelle la polysémie s'est développée dans les langues, c'est très probablement pour des raisons d'économie cognitive. C'est beaucoup plus économique cognitivement d'étendre le sens d'un mot déjà connu que de créer un mot nouveau pour une catégorie nouvelle. Dernière conclusion, les catégories naturelles, elles proviennent d'où, les catégories que l'on utilise quotidiennement. Est-ce qu'elles proviennent de la langue? Est-ce que c'est parce qu'on parle une certaine langue qu'on a certaines catégories? Est-ce qu'elles viennent de la réalité? Est-ce que les catégories dont nous disposons sont le reflet du monde dans lequel nous vivons? Ou est-ce qu'elles viennent de nos représentations mentales? Bon, si vous voulez, cette question présentée sous une forme très naïve renvoie à toutes sortes de problématiques que vous reconnaissez, par exemple, dans l'idée que nos catégories spontanées proviendraient de nos langues. Il y a cette idée qui vient
de ce qu'on a appelé à un moment donné l'hypothèse Sapir-Whorf, où notre vision du monde serait conditionnée par les catégories véhiculées par notre langue. Alors, aujourd'hui, on pense bien sûr, on a une conception de cette hypothèse qui est beaucoup plus souple que l'idée qui était défendue par Sapir et Whorf, c'est-à-dire que sans doute qu'il y a une forme de contrainte venant de la structuration de nos langues, enfin de la langue que nous parlons, ou que nous, à supposer qu'on soit dans une situation monolingue, parce que la plupart du temps, aujourd'hui, presque tout le monde est cognitivement plurilingue. Bien. Mais, pour simplifier, disons, dans une situation idéalement ou théoriquement monolingue, on a un certain nombre de catégories qui nous viennent de la langue et aussi des réalités sociales dans lesquelles cette langue existe, sociales et géographiques, enfin, externes, quoi. Mais, bien évidemment, ce qui n'est pas catégorisé dans notre langue n'est pas hors d'atteinte de notre esprit. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les catégories véhiculées par une langue dans une culture donnée et maîtrisées par le locuteur de cette langue sont probablement plus saillantes, cognitivement plus évidentes pour lui, mais ça ne veut pas dire qu'une catégorie qui vient d'une autre langue ou une discrimination qui n'existe pas dans sa langue et qui est faite par une autre langue ne lui est pas accessible cognitivement. Simplement, il va utiliser d'autres moyens pour y accéder. Je ne vais pas développer cela, mais vous connaissez tous toutes ces comparaisons de, par exemple, des noms, des adjectifs de couleur dans différentes langues. Selon les langues, vous avez un découpage des couleurs qui est complètement différent. Ça n'est pas parce que telle langue ne va avoir un seul mot pour le vert et le bleu que les locuteurs de cette langue ne distinguent pas perceptivement le bleu et le vert. Simplement, voilà, ils vont utiliser un moyen autre que lexical pour le distinguer. Bien. Donc, ce qu'on peut dire, sans entrer trop dans le détail de ce problème qui est assez compliqué quand même, et qui va très au-delà des objectifs de ce cours, c'est que les catégories ont tout de même une réalité mentale. Alors ça, c'est quelque chose que personne ne conteste, mais disons que le clivage à l'intérieur de la linguistique va se faire entre ceux qui vont considérer que le fait que les catégories ont une réalité mentale est important pour l'analyse et donc doit être pris en considération pour un certain type de recherche, et d'autres linguistes qui vont considérer que certes les catégories ont peut-être une réalité mentale, mais que ça n'est pas ça le problème intéressant pour eux au sujet de la catégorie et de l'analyse du sens, etc. Qu'il y a d'autres choses qui vont être importantes. D'accord ? Bon, c'est très souvent comme ça en linguistique. Les orientations de recherche sont des orientations dues à des inflexions dans tel ou tel sens sur tel ou tel problème, mais pas forcément à un désaccord. Je veux dire, c'est absolument inimaginable que quelqu'un puisse dire que notre système cognitif, nos processus cognitifs n'ont rien à voir, n'existent pas lorsque nous manions dans les langues des catégories. Ou alors on pourrait dire que le concept de catégorie, on pourrait contester que le concept de catégorie soit un concept pertinent pour l'analyse linguistique, par exemple. On pourrait considérer que le concept de catégorie est peut-être pertinent pour l'analyse cognitive, etc., mais pas pour l'analyse linguistique. Bien. Mais si on se prive du concept de catégorie, qu'est-ce qu'on dit de l'utilité des unités lexicales ? À quoi elles servent les unités lexicales ? À quoi ça sert que je dise ou que je vous explique, par exemple, qu'est-ce que la polysémie ? Quand on fait un cours sur la polysémie, qu'est-ce qu'on fait ? On décrit
le sens d'une unité lexicale. Sauf que là, c'est une unité lexicale un peu particulière, c'est du métalangage linguistique. Mais bon, peu importe. On décrit le sens d'un mot. Mais le sens et en même temps les enjeux, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Et dans quel cas je peux dire que tel phénomène c'est de la polysémie, dans quel cas je ne peux pas le dire. Hein? Donc vous vous souvenez, le coup de l'omelette est parti sans payer. Hein? L'omelette est parti sans payer, le fait que le mot omelette, que l'unité lexicale omelette puisse désigner une personne qui mange une omelette, on a vu que, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviens pas, ce cas-là n'est pas de la polysémie. En termes de catégorie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce cas-là, je ne le mets pas dans la catégorie polysémie. Hein? Alors que, bon, quand je vais prendre souris d'ordinateur, souris animal, ça, oui, je peux le mettre dans la catégorie de la polysémie. Donc vous voyez que, dès qu'on utilise une unité lexicale, qu'il s'agisse de langage ou de métalangage, ben, on met en jeu des catégories. Hein? Et on ne peut, au fond, manier correctement les unités lexicales que si tout de même on a une intuition à peu près correcte des catégories qu'elles véhiculent. D'accord ? Je veux dire que si je dis Pierre est technicien ou Pierre est ingénieur, ce sont deux catégories socio-professionnelles différentes. Si je ne connais pas les frontières de ces catégories, si, bon, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui fait des trucs un peu techniques, et que je confonds les deux, ça n'a plus aucun sens de dire, ça n'a plus aucun intérêt de dire il est technicien plutôt qu'ingénieur. Hein. Supposez que j'utilise ici ces termes pour désigner des catégories socio-professionnelles. D'accord, bon, je n'insiste pas, mais je voudrais quand même, bien que ça paraisse une évidence, que vous reteniez bien cette idée que le concept de catégorie est vraiment un concept indispensable et consubstantiel à l'idée même d'unité lexicale. Hein. Bien. Donc, ces catégories sont des processus cognitifs. Je ne vais pas insister, là, je vous en avais un tout petit peu parlé la dernière fois. On en reparlera un petit peu tout à l'heure peut-être. Le fait que les catégories soient fondées sur des similarités indique que les catégories sont liées à un type de processus cognitif très précis qui sont les processus analogiques. Donc ça peut s'étudier, ça, on va en reparler tout à l'heure. Alors, ces processus cognitifs qui nous permettent d'avoir des catégories, ils ont leur source à la fois dans les dénominations disponibles dans les langues, mais aussi dans les informations sensorielles, tout ce du monde qui nous viennent du monde qui nous entoure. Hein. Sensorielles et sensibles, enfin dans toutes sortes, là je ne limite pas du tout ce que je veux dire par là. Donc il y a, dans les catégories que nous utilisons, il y a des catégories qui sont lexicalisées, d'autres et qui ne le sont pas. Donc, il semble que, dans certains cas, nous avons dans l'esprit des catégories pour lesquelles nous n'avons pas de mots. Mais ça ne nous empêche pas de les utiliser. La différence qu'on peut imaginer entre des catégories qui sont lexicalisées sous forme d'unité lexicale, donc, et des catégories qui seraient des catégories mentales mais sans support de lexicalisation, c'est-à-dire sans qu'il y ait une unité lexicale codée qui corresponde à cette catégorie, eh bien, c'est sans doute une différence de saillance cognitive. Les choses qui sont lexicalisées dans une langue sont très probablement, mais ça demande encore à être prouvé d'une manière rigoureuse. On ne l'a pas encore fait, à ma connaissance, d'une manière complètement rigoureuse, mais c'est une hypothèse qui me semble tout à fait raisonnable. On peut considérer que les catégories lexicalisées
sont plus faciles à manier, plus évidentes cognitivement. Bien. Alors, je vais prendre un petit exemple que j'extrais du livre dont je vous ai peut-être déjà parlé la semaine dernière, de Douglas Hofstetter et Emmanuel Sander. C'est un livre que vous pouvez feuilleter par curiosité, mais je ne mets pas du tout dans la bibliographie du cours. Ce sera plutôt pour l'année de master, pour ceux d'entre vous qui iront faire un master en langue française ou en sciences du langage. Un livre intitulé L'analogie, cœur de la pensée. C'est un livre qui défend l'idée que, effectivement, l'analogie est un processus cognitif central. C'est un livre publié chez Odile Jacob, donc qui est plutôt destiné au grand public cultivé, comme on dit, qui est tout à fait accessible, un petit peu dense, mais tout à fait accessible. Bien. Alors, ils ont un chapitre, deux chapitres différents, l'un pour les catégories lexicalisées, les catégories mentales lexicalisées, puis l'autre pour les catégories mentales non lexicalisées. Parmi les nombreux exemples qu'ils utilisent, j'en retiens un qui vient d'une fable que vous connaissez peut-être, la fable des raisins, du renard et les raisins, je ne me souviens plus du titre précisément. Et donc, vous savez, c'est cette fable qui vient d'Ésope, qui raconte l'histoire d'un renard qui, ne pouvant pas attraper des raisins, ne pouvant pas attraper des raisins qu'il voudrait bien manger, dit finalement, mais ces raisins ne m'intéressent pas du tout, ils ne sont pas mûrs, ils sont amers, etc. etc. Bon, j'aurais dû reprendre la fable et vous la lire, ça aurait été plus explicite, mais bon, pense que vous voyez un peu à quoi je fais allusion. Bien. C'est une catégorie. En quel sens? Cette idée qu'il y a des choses désirées qui sont ensuite dévalorisées parce qu'on n'a pas réussi à les atteindre. Bon, par exemple, voilà, prenez un cas, un étudiant qui a voulu passer l'agrégation, qui n'a jamais réussi à l'avoir, et qui vous fait de grands discours sur le fait que l'agrégation ça sert à rien, qui connaît des tas d'imbéciles qui sont agrégés, etc., que voilà. Donc la chose désirée non obtenue qui est ensuite dénigrée. Vous voyez, ça correspond à une catégorie, on peut mettre plein de choses là-dedans. Mais il n'y a pas de mot pour ça. Alors, il y a un mot en anglais qui est un peu utilisé pour dire ce genre de choses, c'est sour grapes, pour dire les raisins. J'ai l'impression qu'en anglais, il y a quand même une forme de lexicalisation pour ça. Mais pas en français. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir en tête cette catégorie. Et de dire, ben voilà, ce type qui m'a parlé, qui est en train de... Ou je sais pas, on peut imaginer quelqu'un qui a voulu se lancer en politique, qui s'est présenté à une élection, qui n'a jamais été élu, qui a laissé tomber la politique, et qui va vous expliquer la politique, non, c'est absurde, ça ne sert à rien, autant faire des études, se consacrer à la pure science, et pas à la vie sociale, etc. etc. Ouais, bon, je prends un autre exemple, mais on pourrait en prendre des dizaines. C'est une catégorie mentale qu'on voit très bien, très facilement, et dans laquelle on peut intégrer toutes sortes de situations, sans difficulté. On verra bien des cas qui n'entrent pas, qui sont à la limite, etc. Bon. Mais on n'a pas de mot, mais ça ne nous empêche pas de l'utiliser. Simplement, c'est un petit peu plus difficile de l'expliquer. Vous voyez ? Bon, donc on peut... il faudrait, et on peut imaginer que dans les années qui viennent, on disposera d'études peut-être un peu plus probantes qu'aujourd'hui sur le fait que, sur les avantages cognitifs de la lexicalisation. Qu'est-ce que ça change vraiment d'avoir un mot pour certaines choses? Alors, vous savez qu'inversement, mais on en avait un tout petit peu parlé à l'un des cours, lorsque je crée un mot pour désigner quelque chose, du coup, je crée une catégorie qui devient saillante. Je prends un cas dans le champ politique qui me paraît tout à fait évident et démonstratif. Il y a un certain nombre de personnes, d'intellectuels, de politiques, etc., qui ont lancé le mot d'islamo-fascisme.
Hein? Bon. C'est quoi l'islamo-fascisme? Ça peut se défendre, hein, voilà, on peut dire, voilà, il y a un certain nombre de traits caractéristiques du fascisme. L'islamisme extrémiste possède un certain nombre de traits qui sont communs avec les traits caractéristiques du fascisme. Donc, il y a une similarité entre islamisme et fascisme, et donc on est fondé, objectivement, en quelque sorte, hein, en faisant une liste de propriétés, à dire que l'islamisme intégriste, extrémiste, etc., a des liens très forts avec le fascisme, et donc on peut parler, pour être plus explicite, pour mettre en valeur les liens entre islamisme et fascisme, on peut parler d'islamo-fascisme. Bien. Alors, c'est toujours très amusant de voir comment, dans le monde politique et journalistique, on débat à l'infini pour dire est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort. Alors oui, vous allez avoir des gens qui vont dire mais oui, mais l'islam n'a rien à voir avec le fascisme parce que c'est uniquement l'islam extrémiste, etc. Donc le terme n'est pas valable, il y a trop de propriétés différentielles. Bon, voilà. Mais tout ça n'a absolument aucun intérêt, aucun sens. C'est-à-dire, la problématique de créer ce mot et de l'imposer dans l'espace public a bien sûr un lien avec les propriétés communes entre ces deux catégories, islamisme et fascisme. Mais l'intérêt, la véritable réflexion et la véritable responsabilité éthique et politique, c'est de dire quel est l'impact de lancer ce mot dans la sphère publique. Eh bien, ça crée une catégorie qui devient saillante et qui, quoi qu'on dise, associe immédiatement islam et fascisme. Et pas simplement islamisme et fascisme. Puisque dans le terme islamo-fascisme, c'est pas islamismo-fascisme, c'est islamo-fascisme. Donc il y a bien entendu, à partir du moment où on crée cette catégorie, elle devient saillante, et elle se déclenche, si vous voulez, quasi automatiquement par un mécanisme associatif, dès qu'il va être question d'islam. Bon, voilà. Je fais vraiment là une description purement lexicale et catégorielle. Hein. Je ne prends pas du tout d'engagement politique, et mon propos là a un sens vraiment uniquement à l'égard de la responsabilité des attitudes langagières que l'on a, et c'est malheureusement quelque chose qui est totalement absent de la réflexion aussi bien politique que journalistique. Le problème, la plupart du temps, il est à ce niveau-là, c'est-à-dire au plan de l'éthique de l'emploi des unités lexicales, si vous voulez. Une unité lexicale, c'est une chose, ça se décrit, ça correspond à une catégorie, mais dans la mesure où les catégories sont liées à des phénomènes de saillance, quelqu'un qui emploie un mot ne peut jamais être entièrement justifié par la définition de ce mot. Il va être justifié par l'impact de saillance qu'il donne à ce mot en l'utilisant. Vous voyez, pensez également à un autre exemple, évidemment, tout à fait présent dans l'actualité politique, c'est la fameuse histoire autour du mot race avec Nadine Morano. Elle a utilisé ce terme, et ensuite elle s'est justifiée en disant mais oui, ça existe, race, il y a des blancs, des noirs, etc. Bon, alors on lui a rétorqué, il y a eu mais non, mais les races, on sait bien qu'anthropologiquement, ça n'existe pas, il y a X% de patrimoine génétique commun entre les blancs, les noirs, etc. Puis elle répond, bah non, mais quand je vais dans un pays africain, je vois des noirs, etc. C'est absurde, enfin, je veux dire, il y a une telle bêtise dans tous ces discours, on en a les bras ballants, quoi. C'est aberrant, enfin, je veux dire, c'est désespérant, d'une certaine façon. Simplement, qui ne voit pas de toute évidence que l'enjeu, il est simplement dans le fait d'utiliser ce mot à un moment donné, dans un contexte donné, et de le rendre saillant. Le problème n'est pas de sa définition, et de dire si
effectivement, il y a ou non des races. Hein. Il est de dire qu'est-ce que je fais à l'espace discursif en rendant saillant à un moment donné, dans le monde où nous vivons, compte tenu de l'histoire attachée à ce mot, quand j'utilise ce mot. Voilà. Et si on parle d'autre chose, ça n'a aucun intérêt, c'est du bavardage totalement inutile. C'est uniquement ça qui compte à ce moment-là, et qui est déterminant, et qui crée en réalité un problème. Bref, tout cela pour donc dire oui, j'avais pris l'exemple aussi, je me souviens à un cours précédent, de l'invention par l'extrême droite du terme de sidaïque. Hein, voilà, les sidaïques. Voilà, une catégorie qui devient saillante. Hein. Vous voyez cet impact de la dénomination, des catégories qui ont une dénomination, sur donc notre perception du monde, des choses, etc., etc. Bien, alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est commencer d'aborder le troisième et dernier point, et après donc on passera à la question des unités grammaticales, hein, des mots grammaticaux, et donc à un autre type de sens, hein, puisque je vous rappelle, à un autre type de sens ou de signification. Notre réflexion de ce semestre, elle porte sur ce qu'est la signification en linguistique. Hein. Donc la signification en linguistique, on a vu qu'on pouvait l'appréhender en premier lieu, et c'est ce qui est le plus simple et le plus évident, à partir des unités lexicales. Et puisqu'on a dit que la signification, on pouvait l'appréhender à partir de la compréhension, la signification d'une unité lexicale, c'est qu'est-ce que comprendre, comment comprendre une unité lexicale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une unité lexicale? À quoi sert une unité lexicale? C'est-à-dire comprendre une unité lexicale, certes, mais pour quoi faire? Bon, on l'a vu, pour pouvoir manier des catégories, et avoir des catégories, et pouvoir jongler avec des catégories, si vous voulez, hein, pour le dire d'une manière un peu imagée. Maintenant, la question, ça va être comment est-ce qu'on comprend une unité lexicale? Alors, je vous rappelle que j'avais distingué, dans un cours précédent, les processus ou les stratégies ascendantes et les stratégies descendantes. Pour la compréhension des unités lexicales, évidemment, il y a ces deux stratégies sont mises en jeu. La stratégie ascendante, c'est je comprends une unité lexicale et à partir de la compréhension de cette unité, je vais comprendre tout ce qui l'entoure, la phrase, le texte, etc. Ça, c'est la stratégie ascendante. Et la stratégie descendante, c'est j'ai un texte, j'ai un contexte, et grâce à ce contexte, je vais comprendre le sens de l'unité lexicale. Bien. Dans le cas de la polysémie, en discours, dans un texte, hein, lorsqu'on lit un texte ou lorsqu'on entend quelqu'un parler, en général, la polysémie est immédiatement résolue. Hein. C'est-à-dire que dans le contexte, je vois bien si on me parle d'une souris d'ordinateur ou d'une souris animale. En général, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Donc dans ce cas-là, je suis dans une stratégie descendante. C'est-à-dire, j'ai un contexte qui me permet d'avoir immédiatement la sélection de la bonne signification. Là, le point de vue qu'on va adopter, il est uniquement dans le cadre de la stratégie ascendante, c'est-à-dire on va partir de l'unité et essayer de voir qu'est-ce qui nous permet de comprendre le sens d'une unité, indépendamment du contexte. D'accord ? On va considérer l'unité pour elle-même, les unités lexicales pour elles-mêmes, et on va s'interroger sur ce qui nous permet de comprendre une unité lexicale. Alors, on va procéder de la façon suivante. D'abord, je vais revenir sur le concept assez indispensable, bien que peut-être un peu insuffisant, mais de morphème. Hein.
en tant que constituant de l'unité lexicale, puisque une des façons de comprendre une unité lexicale, c'est donc de comprendre une unité lexicale nouvelle, une qu'on ne connaissait pas auparavant, c'est d'avoir compris des morphèmes et de les assembler, et donc de comprendre par assemblage des morphèmes, ou par compositionnalité, si vous voulez, une unité lexicale. Bon. Donc ça nous amènera à travailler sur les différents types de formation des unités lexicales, quels sont les différents procédés de construction des unités lexicales, sur la question de l'identification des unités lexicales construites, comment est-ce qu'on réussit à les identifier une fois qu'elles sont construites, est-ce que c'est toujours simple ou pas, etc. Cette question d'identification des unités lexicales amène à s'interroger en réalité sur le fait que, dans certains cas, les unités lexicales sont très transparentes à partir de leurs morphèmes, c'est-à-dire qu'on comprend très bien, très facilement, à partir de la combinatoire des morphèmes, une unité lexicale qu'on entend pour la première fois ou qu'on lit pour la première fois. Mais dans d'autres cas, les choses sont beaucoup moins transparentes, deviennent plus compliquées. Un petit peu comme dans la situation du figement. Bon. Et cette notion d'une transparence plus ou moins grande est liée à un concept très important pour l'analyse du sens, qui est le concept de diagrammaticité, de diagramme, qui est lui-même un cas de l'iconicité linguistique. Alors, c'est pourquoi on fera un point sur la notion d'iconicité, et sur le degré d'iconicité des unités lexicales. Alors ça, c'est quelque chose qu'en général on ne fait jamais en sémantique. Quand vous regardez dans les manuels de sémantique, ils n'abordent quasiment jamais les questions d'iconicité. Alors ça n'est pas le cas d'un ouvrage que je vous citerai, non je le cite tout à l'heure, ah bah oui, qui est là, dans l'ouvrage d'Apothélos que je vous recommande, qui est très bien fait, La construction du lexique français, Offris 2002, Denis Apothélos, il y a à partir de cette question de la construction du lexique, une entrée du côté de l'iconicité, et à partir de la notion de diagramme, qui est tout à fait intéressante, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, bon, là, ça a l'air d'être plus un livre de morphologie lexicale qu'un livre de sémantique, mais je pense que c'est important dans un cours sur la question du sens, de voir comment les unités de sens sont aussi construites. Cette notion d'iconicité nous amènera à élargir un petit peu la problématique vers d'autres théoriciens, notamment Jacobson, Peirce, etc. Et puis, enfin, je vous parlerai un petit peu des réseaux associatifs et des enjeux de l'emploi d'une unité lexicale, un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, là, au sujet des emplois politiques. On verra si on a le temps d'approfondir un peu cette idée.